Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 10 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans un nouveau communiqué en date du 9 septembre 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a une fois de plus fustigé le comportement de la France vis-à-vis de l'État du Niger, mais aussi de ses autorités. Le CNSP a aussi condamné le double attaque au Mali. Et je propose de suivre la teneur de ce communiqué de presse lu par le porte-parole du CSP, le colonel-major Amadou Abdrahman. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités sur le désengagement des forces françaises illégalement présentes au Niger sont distillées, à dessein par certains milieux dans le but de désinformer l'opinion publique nationale et internationale et de tromper le peuple nigérien et tous ceux qui sont épris de paix et de justice quant aux vraies intentions de la France. Le gouvernement de la République du Niger tient à donner les éléments de clarification suivants. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger a reçu à Zender le commandant des forces françaises au Sahel pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du dit plan. À la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français, et n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif, comme cela est toujours de rigueur en pareilles circonstances. Mais encore, cette annonce du retrait des forces françaises au Sahel intervient à un moment où la France refuse de rappeler son ambassadeur déclaré persona non grata par les autorités et la justice nigérienne. En outre, il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale quand, depuis l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, 2 aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. 2 hélicoptères multirôles type Super Puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fustigent ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardeur patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition lancent un appel solennel au grand peuple du Niger à la vigilance et pour ne jamais se démobiliser jusqu'au départ inéluctable des troupes françaises de notre territoire, la terre de nos ancêtres. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de cette attitude agressive, sournoise et méprisante adoptée par la France. En tout état de cause, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que toutes les mesures sont régulièrement prises
pour défendre l'honneur de notre patrie et préserver les intérêts supérieurs du Niger. Vive le CNSP et le gouvernement du Niger, vive le grand peuple nigérien, uni, solidaire et fier. Vive le Niger. Fait à Niamey le 9 septembre 2023. Communiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition ont appris avec stupéfaction 2 attaques lâches, ignobles et barbares perpétrées contre le peuple frère du Mali. La première attaque a visé un bateau ravitailleur avec des moyens nouveaux. En effet, ce bateau visé est non seulement utilisé pour la desserte de la ville de Gao et ses environs, et est surtout un moyen civil rendant des services humanitaires au profit des populations. Le 8 septembre 2023, une deuxième attaque avait visé le camp militaire de Gao avec 4 véhicules et des drones kamikazes. Il y a lieu de rappeler que si ces actes barbares et ignobles ont été possibles, c'est surtout grâce au concours en logistique et équipements nouveaux que certaines puissances tapies dans l'ombre apportent aux terroristes dans le seul dessein de déstabiliser le Sahel pour leurs propres intérêts égoïstes et foncièrement mesquins. Le CNSP et le gouvernement de transition apportent leur soutien indéfectible au peuple frère du Mali, condamnent avec force ces attaques et mettent en garde contre toute déstabilisation de notre sous-région. Fait à Niamey le 9 septembre 2023. C'était là donc la substance du communiqué rendu public hier par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, communiqué dans lequel vous avez suivi. Le CNSP fustige le comportement de la France vis-à-vis du Niger, mais aussi a apporté son soutien au Mali à la suite des attaques dans ce pays frère. Toujours parlant du CNSP, cette fois-ci avec les compatriotes qui apportent leur contribution pour réussir cette transition. C'est l'exemple de l'analyste politique Ahmed Abdou Moulay que je vous propose de suivre. Moi, je pense qu'il y a un travail important à faire pour le CNSP pour façonner les mentalités, faire en sorte que les Nigériens, que de leur âme, nous extirpions le mal de la corruption. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux leçons tirées. Quelles sont les stratégies maintenant d'affranchissement du Niger par rapport à cette France-Afrique? Ces 3 piliers-là, il faut méthodiquement les briser. Le premier pilier, à travers le coup d'État, on dit merci au CNSP, ils nous ont déjà débarrassé du premier pilier. Et merci au général Tchani. Et le second pilier, les bases militaires, quand les gens disent les putschistes, non, ce n'est pas les putschistes, c'est l'État du Niger, à travers le gouvernement qui se donnait, un gouvernement a été mis en place, qui a dit non. C'est aussi toutes les populations du Niger dans leur ensemble, 26 millions qui ont dit non. Donc ce second pilier également doit être brisé. Toutes les bases extérieures doivent partir parce que c'est des points d'appui pour mettre notre pays sous contrôle. Et enfin, il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, il faut liquider le troisième pilier, c'est le franc CFA. C'est comme un esclave auquel on attache une longue corde, il se balade, il pense qu'il est libre. C'est ça le franc CFA. Il faut couper la corde. Il faut couper le cordon ombilical. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Alors, comment éviter de tomber dans les erreurs du passé en s'inscrivant dans la... Alors, si on veut vraiment éviter les erreurs du passé, parce qu'on dit en physique que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Et un ami burundais m'a dit un jour, Moulay, il dit, on a beau laver le cochon, il retournera à la boue. Donc avant de laver le cochon, faisons en sorte de nettoyer la boue. Et pour cette raison, il dit, donnons le temps, accompagnons cette équipe. Les militaires sont les enfants du pays aussi. C'est ça. Au moins, parce que ceux qui disent, notamment sur la CEDEAO, en 9 mois, retourner aux urnes, on ne mange pas les urnes. La finalité, ce n'est pas les urnes. Non, la finalité, c'est d'avoir un pays soucieux de sa souveraineté, jaloux de sa souveraineté, qui la protège. Un pays qui se développe. Donc, il faut d'abord promouvoir
cette notion d'idéal commun pour les Nigériens. Tous les jeunes qui dorment aujourd'hui devant l'escadrille, vivent dans leur âme cet idéal commun. C'est la patrie. C'est ça, c'est la patrie. Ils veulent les ressources de leurs grands-parents. Et à partir de cet idéal commun de fil en aiguille, il faut arriver à définir une ligne idéologique qui va servir de tremplin pour construire un programme de développement à court, moyen et long terme. C'est ce qui a manqué de Diori jusqu'à ce jour. On ne s'est assis nulle part pour travailler sur l'idéal commun. Donc merci au général Tchani parce que ça a permis aux Nigériens au moins maintenant de se regrouper autour d'une cause commune. Et ensuite, on dit, cette ligne idéologique, personne n'a travaillé là-dessus. Si la Russie aujourd'hui a réussi à tenir tête à, je ne sais pas, c'est 15 ou combien de pays de l'Union européenne, plus les États-Unis, c'est parce qu'il y avait ce soubassement idéologique dans l'âme, ancré dans l'âme des Russes, qui fait que les Russes sont prêts à donner leur vie pour leur patrie. La Russie n'a jamais été vaincue du fait de ça. La Chine, en 1960, était au même niveau que nous autres. On était considérés comme des pays du tiers-monde. Mais le Parti communiste chinois, à partir de 1921, nous sommes en 2023, en 102 ans, a réussi à faire de la Chine la deuxième puissance économique mondiale. La constance a permis, mais aussi ce niveau de patriotisme, cette culture idéologique qui est absente. Et c'est quand même quelqu'un dit, mais moi je n'ai pas eu un bon poste, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de marché ici. Mais qu'est-ce que vous êtes venu apporter à votre pays? C'est ça qu'on vous demande, pas qu'est-ce que vous êtes venu prendre. L'analyste politique Ahmed Abdou Moulay donc sur les propositions au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP pour réussir la transition. Rendez-vous donc à la fin du journal pour suivre l'intégralité de cet entretien avec l'analyste. Donc ce sera à la place de l'invité du dimanche. Parlons toujours de la situation qui prévaut au Niger depuis le 26 juillet dernier. Rendons-nous donc dans la région de Dosso, précisément dans le département de Gaïa. Là-bas, c'est pour constater les impacts de la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin à la suite des décisions prises par les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO pour sanctionner le Niger. Nos reporters sur place se sont intéressés à une activité très développée dans ce département, notamment les taxis moto ou Kabu Kabu. C'est un reportage signé Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. L'expression commune Kabu Kabu, les taxis moto que l'on aperçoit à longueur de journée de la ville capitale d'Idandi jouent un rôle pas des moindres. C'est eux qui assurent en grande partie la mobilité des usagers d'un point à un autre. Malgré la fermeture des frontières, les conducteurs de ces engins ne sont pas tous affectés. C'est ceux qui opèrent uniquement dans la ville qui disent avoir senti un changement, alors même que ceux qui prennent des passagers pour les y conduire à la rive et disent se frotter les mains. waɗansu bangare mutanen da suke aiki bisa kan kawo suna samun dokan fasinja zuwa bakin ruwa su alhamdulillah. En lien avec la fermeture de la frontière, la différence constatée se ressent à de nouveau. Les conducteurs qui prennent des passagers pour le bord de la rive se retrouvent très bien. Mais nous autres qui opérons dans la ville, nos chiffres d'affaires ont baissé. Shi dai abubuwan amma duk wanda na samu yana da kokari zuwa wajen motocin fisibila su wajen su suna da samu amma mu dai gaskiya abu ya dan kwanta kadan idi bambanci akan manaki kaina da ma har kai gode ramit kulka iba Il y a vraiment une différence, pas des moindres. Nous nous retrouvons très bien avec cette nouvelle tendance. Avant, nous avons même du mal à répondre à nos besoins. Nous nous en sortons bien. Nous prenons des passagers pour la rive et vice-versa. Le prix de la course dépend des conducteurs.
A rappelé ainsi qu'aussi élémentaire que l'activité puisse paraître, elle assure à pas mal de ceux qui l'exercent de quoi subvenir à leurs besoins. Merci Boubacar Ibrahima depuis Gaïa pour ce reportage. Retour ici à Niamey et direction le centre culturel Amirou Sultan de Niamey qui a servi de cadre ce dimanche matin à une déclaration des chefs d'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah. Objectif de cette sortie médiatique de ces chefs d'agence, c'est d'apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, mais également profiter de cette occasion pour demander le départ du commissaire du COHO. C'est dans cette déclaration dont je vous propose de suivre le résumé avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Implorer les Tout-Puissants pour qu'il protège le Niger et son peuple à travers la lecture du Saint-Coran, objet de cette présence des fidèles au centre culturel Amir Sultan de Niamey. Cette activité à laquelle ont pris part hommes, femmes et enfants a été initiée par les chefs d'agence pour le Hajj et la Umrah du Niger. Ces responsables d'agence ont saisi cette occasion pour rendre publique une déclaration. Nous, chefs d'agence pour le Hajj et la Umrah du Niger, réunis ce jour dimanche 10 septembre 2023, condamnons avec la dernière énergie toute implication belliqueuse externe dans la gestion des affaires internes du Niger. Apportons notre soutien ferme et indéfectible aux nouvelles autorités nigériennes organisées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, dirigé par le général patriote Abdurrahman Tchani. Saluons le réveil patriotique du peuple nigérien dans son ensemble. Saluons le courage, la témérité et la présence à nos côtés des républiques sœurs du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et de l'Algérie pour leur soutien fraternel et amicaux en ces temps difficiles que traverse le Niger. Par rapport à l'organisation du Hajj et la Umrah, ces chefs d'agence dénonçant le comportement irresponsable du commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho pour sa mauvaise organisation des éditions de Hajj 2022-2023. Exhortant les nouvelles autorités nigériennes, pendant qu'il est encore temps, à prêter une oreille attentive à ces messieurs incompétents et arrogants pour ces vessiers qui peuvent l'être dans l'organisation du Hajj au Niger. Les chefs d'agence pour le Hajj et la Umrah du Niger ont fustigé également le comportement de la CEDEAO, dont entre autres les sanctions et la menace d'intervention militaire. Merci Ismaël Moumouni. À l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC, l'on demande plutôt au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP de créer toutes les conditions pour rendre justice au Niger et au peuple nigérien. Je propose de suivre un extrait du point de presse animé ce matin par le président de cette association, Mousseni Malam Sita. Pour que le CNSP et le gouvernement réussissent leur projet d'un Niger nouveau avec des hommes et des femmes de valeur, le Niger doit disposer d'une autorité morale. Parce que, nous le disons au niveau de la NDC, que chaque nation, en fonction de ses spécificités, ne peut garantir son mieux-être et sa prospérité qu'en puisant dans la profondeur de ses valeurs socio-culturelles et religieuses. Pour ce faire, toute nation a besoin de références. Toute nation a besoin d'hommes et de femmes modèles. Et c'est pour cela que nous invitons et nous sollicitons nos chefs traditionnels, nos chefs religieux, nos anciens présidents de la République, anciens présidents de l'Assemblée nationale et premiers ministres, pour accepter au nom de la nation de se constituer en une autorité morale chargée de la gestion des conflits sociopolitiques, pour que chaque citoyen partie prenante
qui s'identifient aux valeurs socio-culturelles et religieuses de la nation exécute les décisions que cet organe d'autorité morale arriverait à prendre. Mousselmi Malam Sita, président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC, qui apporte aussi sa contribution au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour bien honorer donc l'engagement vis-à-vis des Nigériens. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de ce dimanche, à la place de l'invité du journal, bien sûr. Elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé l'analyste politique Ahmed Abdou Moulay sur la situation au Niger, notamment en proposant des voies de sortie de cette crise. Je propose de suivre l'analyste Ahmed Moulay. Très bonne réception, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir. Alors, l'histoire est en train de se répéter parce que déjà en 1879, un simple capitaine, le capitaine Goulet, a fait à Birnin-Koni seul en une semaine environ 10 000 morts. C'était déjà cette étape de préparation de la colonisation, mais c'est pour dire qu'elle a été très très brutale. Certains chefs de village ont même été pendus en faisant usage de leur turban. Et en 1900, donc quelques années après, bien sûr, la France a fait du Niger un territoire militaire, administré à partir de l'ancien sultanat de Zander. Ils ont réussi à vaincre les résistances locales, il y en a eu. Nous devons réécrire notre histoire et non pas continuer à enseigner dans nos écoles cette histoire vue par le colonisateur, non, ça doit être vue par les victimes de la colonisation. Et donc, je disais, en 1922, ils ont transformé déjà, après avoir vaincu la résistance, le Niger en une colonie française, la colonie autonome du Niger, comme ça qu'ils l'ont appelé. Et les indépendances n'ont été acquises qu'en août 1960. Ça veut dire que si on compte vraiment de 1900 à 1960, en 60 ans, le Niger a été mis sous coupe réglée, toutes les ressources ont été dilapidées. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est le phénomène de balancier. Quand les gens arrivent à une extrémité, le cycle recommence. Quand les gens, à un moment, sont coincés au plan de leur développement économique, ils pensent à l'Afrique. Cette Afrique doit se réveiller, doit se prendre en charge, doit s'approprier sa souveraineté et sa patrie. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors, les pesanteurs liés aux conventions imposées par la France, avant de refiler cette indépendance au pays de l'Afrique de l'Ouest et même du centre, dont le Niger, avait à peu près 11 conventions. C'est 11 coups d'État déguisés. Parce que c'est à travers ces conventions que notre souveraineté a été hypothéquée. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc avant de traiter nos militaires qui sont les enfants du pays, qui sont nos frères, nos enfants, nos fils, voilà, il faut que les gens songent aussi à traiter De Gaulle, qui a initié ces conventions de putschistes, parce qu'il a, ce faisant, il s'est accaparé injustement de la souveraineté d'un pays au mépris de la Constitution de la Première République. Voilà un peu ce que je peux dire de ces antécédents-là. Alors, quelle est votre vision de la France-Afrique? Alors, la France-Afrique est un système qui a été monté, un système de nature impérialiste, injuste parce que nous en sommes victimes, et au fin de maintenir une certaine influence, une influence importante sur d'abord les affaires politiques. C'est ça qui est grave, l'ingérence dans nos affaires politiques. Dans les affaires économiques, parce que quand les gens disent bon, ben, ils sont prioritaires sur le marché, mais qu'est-ce qu'ils font effectivement de tous les textes de passation de marché? C'est ça, dans les textes de passation de marché, dans les préalables, il y a un avertissement qui parle de corruption.
qui parlent de télescopage et de tous les grands mots qui peuvent altérer la compétition. C'est ça. Donc quand les gens se disent démocratiques, il faut aussi qu'ils soient respectueux de la bonne gouvernance, parce que c'est ça la bonne gouvernance aussi. Voilà, et ils ont également maintenu une influence importante sur les affaires militaires. Parce qu'à travers les bases, c'est un point d'appui que les gens s'offrent pour effectivement pouvoir maîtriser un pays. Alors donc, il y a 3 piliers pour cette France-Afrique. C'est important de les comprendre. Le premier pilier, c'est avoir le contrôle sur les chefs d'État africains et leur vassalisation. Voilà, une fois qu'ils sont ainsi maîtrisés, assujettis, eh bien, cela permet à travers eux de faire du peuple un troupeau de moutons et de s'accaparer les ressources naturelles d'un pays. Mais ce peuple-là, ce n'est pas des animaux, c'est quand même des personnes, et c'est leurs ressources. Leurs grands-parents ont bravé la nature pour garder les lieux pendant des siècles. On doit réécrire notre histoire de façon à ce que nous puissions verser notre sang pour dire l'Afrique aux Africains, le Niger aux Nigériens. Voilà ce que cela m'inspire. Le deuxième pilier, ce sont les bases militaires et qui ont été de façon systématique installées sous la forme d'un maillage. Voilà. Dans le cas du Niger, c'est juste le début. Ils ont à peu près, si j'ai bien compris, 3 bases. Dans certains pays, ils en ont plus. Il y a des pays dans lesquels ils ont jusqu'à 8 bases. Voilà. Et ça, c'est pour effectivement pouvoir contrôler ces pays et les déstabiliser au besoin. Voilà. Donc ça, ce n'est pas amical. Et il y a le franc CFA. Voilà. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Le vocable était gênant. Ça a été déguisé en franc des communautés françaises d'Afrique. C'est une arme redoutable pour contrôler l'économie des pays africains. Donc, pour les fonctionnaires de la BCEAO, pour un maigre salaire qui s'évertue à nous dire que le CFA c'est bon, moi je leur dis non, le CFA est une honte pour les pays d'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas réussi en 60 ans à se défaire de cette liane. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et ils nous prélèvent, au départ, ils prélevaient 85% sur les ressources. Bon, après eux-mêmes, ils ont compris que le vol était trop. Ils ont ramené ça à 45% sur nos revenus d'exportation. Voilà, alors même que ce franc CFA-là n'est que du papier d'imprimerie. C'est du papier d'imprimerie, il n'est adossé sur rien. Il n'est pas adossé alors, il ne repose sur rien. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et la France-Afrique et les différents présidents, ils ont eu des comportements plus ou moins différents. Djibo Bakary, par exemple, avait dit non. Mais il a payé le prix fort et il a été contraint à l'exil. En cela, nous avons besoin de développer une certaine intelligence collective, parce que Djibo Bakary et Diori étaient, m'a-t-on dit, même cousins. Donc je ne vois pas comment, même s'ils ne sont pas cousins, je vais m'en prendre à mon parent pour faire plaisir à une France. Donc Djibo Bakary, pour moi, doit être réhabilité. Le combat qu'il a mené est celui qui nous a rattrapés, que cette fois-ci, même nos enfants sont en train de mener devant les portes de l'escadrille et partout à l'intérieur du Niger. Seynou Kounché, quand il a fait le coup d'État, j'ai un grand respect pour cet homme qui est mort sans argent, ça ne l'intéressait pas du tout, a fait partir les troupes françaises après avoir dissous la Constitution. Donc le premier geste, c'est dissoudre la Constitution. Le second geste, c'est dire toutes les bases dehors. Il a bien compris ça. Et après, il a pris le contrôle du pays avec une gestion nationaliste. Mais il n'a pas échappé au giron de la France-Afrique. Il était brave, mais il n'a pas su échapper à ce giron-là. Ali Chebou a décrispé. Ali Chebou a été perturbé par la conférence nationale. Voilà. Mais sous Ali Chebou, on peut au moins dire que cette décrispation a permis aux Nigériens quand même de vivre une certaine ère plus ou moins démocratique. Le président Tanja, de façon valeureuse, a dit non à toute implantation de bases militaires à l'intérieur du Niger. Condoleezza Rice, qui était à l'époque secrétaire d'État américain, était en mission ici. Tanja, les yeux dans les yeux, il a dit non. Ici, ce n'est pas possible. Ça, je me rappelle ça.
Et donc voilà en gros, et pour finir, hein, cette 7e République, c'est le ventre mou, carrément, de toutes nos méthodes de gouvernance, parce que la France-Afrique a trouvé un terrain favorable pour recoloniser de façon rampante notre pays. Voilà, et les enseignements qu'on peut tirer, hein, les leçons qu'on peut tirer des gouvernances antérieures, c'est que pendant une trentaine d'années, du régime Djori allant au régime Kounché, le premier a installé une flopée d'usines et d'industries vraiment à vocation économique. Et le second a réalisé beaucoup d'aménagements hydro-agricoles et il a également réalisé des investissements structurants. Même la télécommunication, elle a beaucoup fait de travaux là-dessus. Donc, nous les en sommes reconnaissants. Et à partir de la conférence, 29 juillet 1991, c'est là qu'on a commencé à péricliter. Parce que l'esprit de partage est rentré dans la tête des gens. Et ça, c'est les partis politiques qui sont pour moi coupables d'avoir institué, entretenu l'esprit de partage qui est contraire à l'esprit du statut général de la fonction publique. Il n'y a nulle part où le terme partage apparaît dans ce statut-là. À plus forte raison, le terme parti politique. Si les partis politiques peuvent partager, alors l'association des sourds-muets peut partager aussi, en tant que deux associations. L'une est à vocation civile, celle des sourds-muets, et l'autre à vocation politique. C'est tout, c'est la seule différence. Mais en vertu de quoi les gens peuvent s'accaparer le trésor public pour, au bénéfice d'une association. C'est ça le problème. Donc je pense qu'il y a un travail important à faire pour le CNSP, pour façonner les mentalités, faire en sorte que les Nigériens, que de leur âme, nous extirpions le mal de la corruption. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux leçons tirées. Quelles sont les stratégies maintenant d'affranchissement du Niger par rapport à cette France-Afrique? Ces trois piliers-là, il faut méthodiquement les briser. Le premier pilier, à travers le coup d'État, on dit merci au CNSP, ils nous ont déjà débarrassé du premier pilier. Et merci au général Tchani. Et le second pilier, les bases militaires, quand les gens disent les putschistes, non, ce n'est pas les putschistes, c'est l'État du Niger, à travers le gouvernement qui se donnait, un gouvernement a été mis en place, qui a dit non. C'est aussi toutes les populations du Niger dans leur ensemble, les 6 millions qui ont dit non. Donc ce second pilier également doit être brisé. Toutes les bases extérieures doivent partir parce que c'est des points d'appui pour mettre notre pays sous contrôle. Et enfin, il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, il faut liquider le troisième pilier, c'est le franc CFA. C'est comme un esclave auquel on attache une longue corde, il se balade, il pense qu'il est libre. C'est ça le franc CFA. Il faut couper la corde. Il faut couper le cordon ombilical. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Alors, comment éviter de tomber dans les erreurs du passé en s'inscrivant dans la... Alors, si on veut vraiment éviter les erreurs du passé, parce qu'on dit en physique que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Un ami burundais m'a dit un jour, Moulay, il dit, on a beau laver le cochon, il retournera à la boue. Donc avant de laver le cochon, faisons en sorte de nettoyer la boue. Et pour cette raison, il dit, donnons le temps, accompagnons cette équipe. Les militaires sont les enfants du pays aussi. C'est ça. Au moins, parce que ceux qui disent, notamment sur la CEDEAO, en 9 mois, retourner aux urnes, on ne mange pas les urnes. La finalité, ce n'est pas les urnes. Non, la finalité, c'est d'avoir un pays soucieux de sa souveraineté, jaloux de sa souveraineté et qui la protège. Un pays qui se développe. Donc, il faut d'abord promouvoir cette notion d'idéal commun pour les Nigériens. Tous les jeunes qui dorment aujourd'hui devant l'escadrille, vivent dans leur âme cet idéal commun. C'est la patrie. C'est ça, c'est la patrie. Ils veulent les ressources de leurs grands-parents. Et à partir de cet idéal commun de fil en aiguille, il faut arriver à définir une ligne idéologique
qui va servir de tremplin pour construire un programme de développement à court, moyen et long terme. C'est ce qui a manqué de Diori jusqu'à ce jour. On s'est assis nulle part pour travailler sur l'idéal commun. Donc merci au général Tchani, parce que ça a permis aux Nigériens au moins maintenant de se regrouper autour d'une cause commune. Ensuite, on dit, cette ligne idéologique, personne n'a travaillé là-dessus. Si la Russie aujourd'hui a réussi à tenir tête à, je ne sais pas, c'est 15 ou combien de pays de l'Union européenne, plus les États-Unis, c'est parce qu'il y avait ce soubassement idéologique dans l'âme, ancré dans l'âme des Russes, qui fait que les Russes sont prêts à donner leur vie pour leur patrie. La Russie n'a jamais été vaincue du fait de cela. La Chine, en 1960, était au même niveau que nous autres. On était considérés comme des pays du tiers-monde. Mais le Parti communiste chinois, à partir de 1921, nous sommes en 2023, en 102 ans, a réussi à faire de la Chine la deuxième puissance économique mondiale. La constance a permis, mais aussi ce niveau de patriotisme, cette culture idéologique qui est absente. Ici, quand on nomme quelqu'un, il dit, mais moi je n'ai pas eu un bon poste, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de marché ici. Mais qu'est-ce que vous êtes venu apporter à votre pays? C'est ça qu'on vous demande, pas qu'est-ce que vous êtes venu prendre. Mais si c'est ça, c'est facile. On n'a qu'à armer tout le monde et puis chacun n'a qu'à se servir. Voilà la différence. Donc, il faut travailler sur la durée, sur ce programme-là, avec des émissions radio, télé diffusées, autour vraiment des questions idéologiques, les grandes valeurs, le patriotisme, l'honnêteté. C'est des choses qui sont mises à mal aujourd'hui. Voilà, et l'amour de la patrie, donnez votre sang pour votre patrie, ce n'est pas cher payé, pour que vos petits-enfants soient libres et qu'ils puissent planter un drapeau, celui du Niger. Voilà ce qu'on dit aux gens. Il faut également se focaliser vraiment sur la formation, pas seulement militaire de notre armée, mais aussi idéologique. Parce que Sankara a bien compris ça. Et Sankara dit, un militaire, aussi brave soit-il, sans formation idéologique, il dit, est un criminel en puissance. Parce qu'il pense qu'on peut l'utiliser. Pour peu qu'il y ait un groupe de gens mal intentionnés, parce que ce n'est pas son dada, ils peuvent effectivement mal l'utiliser. On a vu, hein, les gens étaient prompts à vouloir venir agresser le Niger. C'est cette absence de formation-là. Je ne veux pas citer les noms de certains chefs d'état-major de la CEDEAO, et surtout pour les pays voisins, qui étaient déjà chauds pour venir ici. Mais parce que dès qu'on leur brandit le moindre avantage, ils disent oui, nous sommes preneurs. Voilà un peu pour moi ce qu'il faut faire. Et il faut donc leur donner le temps de travailler. Il ne faut surtout pas aller en 9 mois juste à faire les élections. Non, c'est l'éternel recommencement. Et donc, pour moi, à titre indicatif, la première année, par exemple, il faut un relèvement du niveau d'équipement et également la formation des effectifs de l'armée. Et il faut même renforcer au plan numérique cette armée. Il n'y a pas assez de militaires ici. Quand je compare au Tchad, le Tchad a plus de militaires que le Niger. Hein. Il y en a 40 000 au Tchad, il y en a 10 000 ici, 10 000 et quelques. D'autres pays ont 100 et quelques mille, 150 000. D'autres en ont encore plus. Nous sommes 26 millions. Ça ne coûte rien d'avoir un demi-million de soldats ici. Recrutons les enfants sur des bases propres. Ceux qui sont braves là, qui réussissent au test, il faut les recruter. Voilà, et il faut être ambitieux pour mettre de l'argent à hauteur d'un certain pourcentage de notre budget annuel. J'ai des chiffres, j'ai fait l'exercice dessus, on ne peut pas les communiquer ici, mais il faut des montants astronomiques. Gardez le secret sur les montants, sur la spécificité technique également des équipements qui seront acquis. Ne pas aller à l'Assemblée pour claironner la face du monde, voilà ce que nous sommes en train de faire. Il faut cette intelligence collective. Quand c'est du sérieux, il y a un petit noyau dur qui contrôle l'information au bénéfice de la patrie, ils le font. On leur fait confiance. Voilà, et puis quand c'est le développement rural, là on veut planter des haricots, bon, ça on met ça sur la place publique, il n'y a pas de problème. Voilà un peu. La deuxième année, par exemple, pour moi, il faut aller vers la définition de cette ligne idéologique, travailler sur ce programme de développement. Il faut travailler sur l'élaboration d'une constitution, la construire pas à pas avec les paysans. On doit éviter d'aller copier-coller les textes français. C'est pas bon ça. C'est ça. Il faut
sur la base des contraintes et des réalités locales, construire ligne par ligne notre constitution. Et ça doit prendre du temps, c'est au moins une année. Et une fois qu'elle est construite, en troisième année, il faut la vulgariser, aller parler avec les paysans. Ceux qui sont gourmandiers, il faut discuter avec eux en gourmandement des grandes lignes de cette constitution. Ceux qui sont Fulfulde, il faut discuter avec eux. Ceux qui sont Germain, Hausa, Kanouri ou Touareg, chacun a le droit de savoir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il adhère à ça? Parce qu'on veut le gérer sur, on ne sait pas, encore 30 ans ou 50 ans. Non, il faut se donner le temps pour que tout le monde sache ce qui se passe dedans. Donc pour moi, les 3 années sont déjà parties. On n'est pas sorti de la fondation. Voilà l'exemple du Mali voisin. Ils ont fait 3 ans. C'est à peine sorti de la fondation. Mais il leur reste encore du travail. À mon avis, ils vont encore continuer pour que cette fondation soit solide. Et je pense qu'ils seront suffisamment, avec les idéologues que je vois, de la trame de Kokala Maïga, prévoyants pour construire là-dessus. Donc nous devons également suivre ce modèle-là. Voilà. Et à partir de 4e, 5e année, ça n'engage que moi, je me permets de réfléchir, ça ne coûte rien. Pendant 12 ans, moi je me suis abstenu d'aller dans les partis politiques. Il n'y a mon nom dans aucun bureau politique de parti. Ça n'existe pas. Je suis un ingénieur chevronné et j'ai donné mon expertise à plusieurs pays. Mais j'ai dit, si on a accepté pendant 12 ans que les gens, y compris, dilapident nos ressources, il faut que les gens aussi souffrent que pendant quelque temps, qu'on apporte du grain au moulin. Voilà un peu ce que je voulais dire. 4e, 5e année, travailler sur la charte des partis, évaluer la situation sécuritaire, évaluer également les pratiques de gouvernance et de gestion. Est-ce que les mentalités ont changé? Parce qu'on est en train de façonner l'homme. C'est comme le berger. Mais si on vient, on continue avec les mêmes pratiques, le partage par exemple. Moi je dis au CNSP, mettez ça à la poubelle. Si les gens continuent avec ça, le partage est une forme de corruption la plus claire qu'elle soit. C'est ça. C'est à partir de là que les gens se disent, bon, moi, c'est tel parti qui m'a mené. Voilà un peu donc ce que je peux dire par rapport à cette question et je vous remercie pour vraiment la pertinence de la question. Parlons maintenant de l'aspect sécuritaire dont vous avez évoqué tout à l'heure. L'appréciation justement de cette situation. Voilà. Pour la situation sécuritaire, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Il y a déjà un premier niveau d'analyse, c'est quelle action conjointe de sécurisation de la zone du Liptako. Parce qu'en fait, c'était ça que les gens voulaient. C'est ça. C'est dans cette partie qu'il y a toutes les ressources minières et les gens ont voulu s'accaparer ça en mettant à la porte les ressortissants de 3 pays. Donc il nous faut des actions conjointes avec la possibilité d'appui mixte, que l'armée du Burkina puisse appuyer celle du Niger et vice-versa celle du Niger, y compris à l'intérieur de chacun des 3 pays. C'est ça. Si c'est un accord, on peut accepter que le Burkinabé poursuive quelqu'un jusqu'à l'intérieur du territoire du Niger, ou que les Maliens le fassent, ou vice-versa, que le Niger le fasse. Moi, ça me semble plutôt relever d'une certaine logique et d'une intelligence collective. Puis ensuite, la dissuasion. Si on veut effectivement accroître la dissuasion et prévenir toute velléité de recolonisation de notre pays par la France ou par toute autre puissance impérialiste, eh bien là, il faut procéder à l'acquisition urgente d'équipements et d'armement. Il faut privilégier des accords directs de partenariat militaire et économique avec des pays vraiment qui peuvent nous respecter, qui peuvent être honnêtes avec nous. Et on les connaît. Moi, je pense à la Russie. Il ne faut pas aller faut appeler les choses par leur nom. Je pense à elle parce que, en fait, je disais un jour à quelqu'un, celui qui a un bon grand frère, même à l'école, on ne l'agresse pas. Bon, c'est la même situation. Pour le moment, si les gens continuent à faire le malin, c'est parce que, quelque part, ils n'ont pas vu l'Indien abonder dans cette direction-là. Si c'est en cours, c'est tant mieux. Si c'est en cours, vraiment, félicitations. Et on est désiré, effectivement, d'aider par la réflexion pour que les choses avancent bien. Voilà un peu. Moi, j'ai fait des simulations. Quelle est la part du budget qui doit être consacrée, à peu près? Je le sais.
Parce que ça ne sert à rien de faire le développement agricole ou élevage si vous n'avez pas ça. Nos paysans ont été chassés de leurs champs, ils ne peuvent pas cultiver. Donc il faut d'abord, ce n'est pas les AK-47, non, ça c'est des choses ultra modernes et former nos militaires, ce n'est pas des pestiférés, il faut leur donner les moyens. Voilà, faire en sorte que les casernes là soient bien garnies. Et voilà un peu ce que je peux dire sur la question. Le franc CFA, comme on l'a vu, pour moi c'est du papier d'imprimerie. Et je doute fort d'ailleurs que ce papier n'ait pas été utilisé pour financer les terroristes qui ont été retournés contre nos États. Donc on nous a attaqué cadeau avec ce papier que nous avons accepté comme monnaie pendant 60 ans. De nous mettre ensemble au sein de la BCEAO, c'est vraiment une bergerie, hein. Ça n'engage que moi. Quand je prends l'exemple de certains pays africains, comme la Mauritanie, qui a accédé à l'indépendance en 1960, ils ont tout de suite créé leur monnaie qui s'appelle Ouguiya. Un Ouguiya égale 16,05 francs CFA. Moi, j'étais en Mauritanie, j'ai palpé cette monnaie. Les Mauritaniens l'utilisent depuis. Quel que soit ce qu'on peut en dire, c'est leur monnaie. Le dirham marocain également, j'étais au Maroc à plusieurs reprises, j'ai touché au dirham marocain. À l'aéroport, vous ne pouvez pas sortir avec un seul billet. Ils protègent leur monnaie. Si vous sortez avec, on me dit, mais bon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Est-ce que vous allez copier ça pour nous déstabiliser? Voilà. Et le Maroc est fort de son agriculture d'exportation, les cimenteries, les industries automobiles, des grandes centrales solaires. Nous avons un gisement solaire ici qui est plus important que celui d'Algérie et celui du Maroc. Nous devons ici avoir des grandes centrales solaires, aussi pour impulser notre économie. Donc pour avoir un franc, il suffit d'avoir 2 ou 3 filières d'exportation fortes. On va le voir un peu plus loin, et ça permet de gérer de façon sûre et stable une monnaie. Le dinar tunisien qui fait 194,55 francs CFA. La Tunisie, c'est l'agriculture d'exportation. On a le Sidi ghanéen, 53,18 francs CFA. Et il s'appuie sur l'or, le café, les VA qu'ils exportent. On a, pour le Botswana, ça c'est le Pula, créé en 1976. Ils avaient le rond avant. Et le Botswana, qui est vraiment un modèle de bonne gouvernance, bon, chez eux, c'est le diamant, qui est la matière première. Ils ont les éléphants aussi. Et il fait 44,4 francs. Le dinar algérien, 4,44 francs CFA. Ça, c'est le pétrole et le gaz. Pour les pays d'Afrique de l'Est, on a le shilling ougandais. Un franc CFA égale 6,13 shillings ougandais. Le shilling tanzanien, un franc CFA égale 4,11 shillings tanzaniens. On a le franc guinéen, un franc CFA égale 14,06 francs guinéens. Ça, c'est à la date du 7 septembre 2023, pour tous ces chiffres-là. On a le franc burundais, un franc CFA égale 4,6 francs burundais. On a le franc rwandais, un franc CFA égale 1,96 francs rwandais. Je connais ces 2 francs-là. Donc voilà, si tous ces pays-là ont réussi leur souveraineté monétaire, et on voit pourquoi quelqu'un va venir nous raconter encore des inepties. Non, c'est notre droit d'accéder à cette souveraineté monétaire, sans laquelle on va rester permanemment dans ce giron d'esclavage qui ne dit pas son nom. Et pour mettre en chantier la création d'une nouvelle monnaie au Niger, il faut s'inspirer par exemple de l'exemple du Rwanda que je connais bien, qui dispose d'une monnaie stable qui est gérée par le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda. Idem pour le Burundi, ils ont également un gouverneur. De son à ce jour, il n'y a jamais eu une banque nationale du Niger. La BDRN était une banque commerciale. Ce n'était pas une banque destinée à gérer une monnaie. C'est ça. Les gens font la confusion. Donc on nous a foutu dans la bergerie, la BCA, on a dit, bon, vous êtes... c'est bon, c'est bon. Non, il faut sortir de là. Et dans le cas du Niger, j'ai dit, quelles sont les conditions préalables pour la création de cette monnaie-là? Eh bien, il faut créer ces conditions dans la plus grande discrétion. Parce que si les gens sont au courant, ils peuvent attaquer ça. C'est pour ça que je les ai ici. Peut-être je vais passer ça sous silence, pour éviter que ça ne tombe. Le Niger est attaqué de partout. Voilà. Je peux remettre ça acquis de droit, et je vais juste faire l'économie de cela, pour les grandes étapes. Moi-même, si on me laisse conduire ça, cadeau, sans salaire, je sais faire ça. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça.
j'ai tué ce passage-là pour le Niger. Il faut aller vers ça. Il faut créer les conditions. Il faut faire ça à la discrétion. Quelles sont les étapes? Je les connais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je le sais. Pour le moment, on évite de faire du bruit là-dessus. Et quand, dans toute l'étape, il doit mettre en place un noyau dur. Le noyau dur là, doit être le seul à contrôler ça. Ne pas permettre à d'autres, surtout ceux qui communiquent à la maison, à leur femme ou à leur frère, non. Top secret. Oui, pour l'espace politique, économique et nécessaire, déjà, l'adversité nous a mis ensemble. Avant l'adversité, c'était les mêmes peuples. Tous les peuples qui sont ici au Niger, quand on les regarde, une bonne partie avaient leur grand-père qui était originaire du Mali. Beaucoup aussi originaires du Burkina. Voilà. Et certains, c'est originaire du Nigeria voisin. Donc, c'est les colons en 1895 qui sont partis à Berlin pour tracer des traits. Mais ces traits ne peuvent pas altérer ces liens de parenté. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut aller vers un espace politique, économique et monétaire commun. Voilà. Maintenant, il y a deux hypothèses. Le Niger est surendetté. On a vu avec le message du Premier ministre, 5 200 milliards de francs CFA. Il y a lieu ici de séparer ça en deux. On regarde pour les dettes extérieures, on dit oui, bon, on le reconnaît par exemple, c'est juste un conseil, mais on négocie le réchelonnement du paiement de la dette pour souffler. Sinon, ils vont être étranglés. Pour les dettes intérieures, il faut auditer dossier par dossier. Les dossiers de marché, là. Les surfacturations, l'audit va les faire sortir. Et toutes les mauvaises pratiques, l'audit va les faire sortir. Et peut-être que ce n'est plus, je ne sais pas, 3 000 milliards ou combien de dettes intérieures. C'est peut-être le quart, moi je n'en sais rien. Mais il faut auditer ça pour avoir la vérité des chiffres. Et à partir de ce moment, là aussi, voir dans quelle mesure négocier avec les privés pour voir comment régler cette dette-là. Donc le Niger traîne un peu dans ses pieds cette épine. On peut aller ensemble si l'urgence le commande. En ce moment, il faut que le Niger prenne les dispositions lui permettant de suivre et d'être avec le Mali et le Burkina pour converger. Ou alors, et ça c'est ce que je pense, il faut se donner un certain temps. On dit ne pas aller systématiquement vers la monnaie commune. On dit oui pour le principe, mais on se donne le temps de converger. Et pendant ce temps-là, par exemple, chacun crée sa propre monnaie. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, il fait l'expérience de la marche, il titube, il tombe. On aura appris à gérer la monnaie, à voir les points forts, les points faibles. On définit les critères de convergence avec un horizon. Si on dit c'est dans 5 ans ou c'est dans 10 ans, moi je n'en sais rien. Les gens en ce moment convergent. Puis après on se regroupe et on crée cette monnaie. Mais en attendant, pour la partie économique, la partie plutôt politique, les gens continuent à travailler ensemble. Il y a les deux voies. Maintenant, c'est au gouvernement de voir quel est le chemin qui convient le mieux. Si on est trop pressé que ça devient difficile de vivre avec ce côté belliqueux des partenaires français, les gens peuvent aller vers la première option. Merci. Alors, quel modèle de gouvernance pour le Niger? Alors, déjà pour le modèle de gouvernance, une fois j'ai eu dire par la bouche de Barack Obama que pour avoir une bonne gouvernance, il faut avoir des institutions fortes. Maintenant, ce que Obama a manqué ou oublié de dire, c'est qu'aussi, pour avoir des institutions fortes, il faut un socle idéologique solide. Bon, dans leur cas, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ce socle, parce que c'est une superpuissance, mais pour nous, il faut un socle idéologique solide. Si les gens ont vendu, si les gens ont corrompu, c'est parce qu'il n'y a pas ce socle-là. Le sens de la patrie n'existe pas dans la tête des gens. Et le ventre a pris le dessus sur l'intellect. C'est ça notre problème. Donc il faut ce socle idéologique, c'est pour ça qu'il faut du temps. Les gens travaillent avec un bon programme, ils vont impliquer tous ceux qui peuvent apporter leur expertise pour vraiment
conduire ce programme idéologique, façonner les institutions pour que ce soit des institutions vraiment fortes, capables de travailler sur la base de mécanismes clairs et de les respecter, façonner les mentalités pour que les gens privilégient le service public à lieu et place de l'intérêt personnel. Voilà un peu. Et sans institutions fortes, il ne peut pas avoir de contrôle de l'action gouvernementale. On a vu, par exemple, la justice ne peut rien face à l'exécutif. L'Assemblée, qui était censée, elle aussi, au moins, faire le contrôle, était devenue une passoire. Fermez les yeux, vous tirez le ballon, il va rentrer dans les filets. Hein. Voilà, donc il faut que toutes ces choses-là changent, et ça, c'est, à mon avis, le socle idéologique qui va, dans la durée, petit à petit, créer les changements. Alors, quels sont les 3 piliers pour avoir une gouvernance forte? Il faut avoir une justice. L'état de droit, là, ce n'est pas sur la bouche. Non, il faut dire le droit, purger tous les dossiers. Au Rwanda, quand il y a eu le génocide, ils ont créé le tribunal pénal d'intention pour le Rwanda. Ce sont les juges qui ont fait le travail. Ce n'est pas le président rwandais, ce sont les juges qui ont fait le travail. Et ça, je pense que ça a été intelligent. Il faut une équité sociale. En vertu de quoi? Que quelqu'un soit ministre, président ou autre, que son fils, en tant que Nigérien, soit privilégié par rapport aux enfants des autres Nigériens. Les enfants de Kounché partaient avec nous dans les mêmes collèges publics. C'est ça l'équité sociale. Kounché nous donnait 3 mois de bourse par anticipation. Il y a un qui était directeur des affaires étrangères, je l'ai rencontré une fois entre Lomé et Niamey, on voyageait ensemble. Et je lui ai dit, un tel, est-ce que tu te rappelles que Kounché nous donnait 3 mois de bourse par anticipation? Il a dit oui. J'ai dit, nos parents ne nous ont pas donné ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il dit oui. Aucun leader de parti ne peut dire que son père lui a donné ça. Il dit oui. Il dit, mais où est bébé Kounché? Peut-être qu'il n'a pas l'argent pour l'électricité. Il dit, les gens qui ont bénéficié de cette même équité sociale sont aujourd'hui ceux qui sont pour la rupture d'égalité. C'est ça. Et je dis, vous n'êtes pas reconnaissant. Je dis, au moins, si quelqu'un qui a, on ne sait pas, traficoté une urne, a le droit aux émoluments de retraite présidentielle, je dis pour moi, en bonne logique, pour les services rendus, pourquoi les enfants de Kounché n'auront pas droit à ça? Bon, moi, je ne vois pas. Donc, je lui dis par exemple, donc l'équité sociale, c'est important. C'est ça qui a permis à tous ces cadres-là d'être là où ils sont. Sinon, certains seraient au village en train de cultiver. Voilà. Et la lutte contre la corruption, ça, il faut faire de ça une guerre permanente. Pour un franc, attrapez-le, jetez-le là où il le faut, après que le procès ait été rendu par les gens compétents. Et puis, pas de tolérance zéro par rapport à la corruption. Et je prends l'exemple du Rwanda. Quand vous sortez de l'aéroport de Kigali, j'ai été frappé en 2009, la première fois que j'ai mis pied dans ce pays. La première plaque que j'ai vue, quand j'ai jeté un coup d'œil, c'était Investment Yes, Corruption No. Oui, pour ceux qui viennent investir dans notre pays, non à la corruption. Si vous venez pour bricoler les choses, retournez d'où vous venez. Vous n'êtes pas loin de l'aéroport. Et Kagame a compris ça. Donc je pense que ces 2 éléments-là sont importants, et ces 3 éléments-là sont importants. Et quelle esquisse? Il faut vraiment éviter le contact homme-homme. Quand les gens vont dans les services de pairie pour payer là, pour toutes les procédures. Au Rwanda, par exemple, quand je cherche à voir un peu, comment est-ce qu'il appelle, mon autorisation de rentrée, là, le visa, tout se fait en ligne. Et le visa longue durée aussi. Tout se fait en ligne, je ne vois personne. Et pour toute la procédure, tout a été informatisé. Vous ne voyez personne. Donc, vous ne pouvez acheter personne parce que c'est la machine devant vous. Donc, même ceux qui se comportent un peu comme on le fait ici, ben, ils seront désarmés, ils seront obligés de faire le jeu. Donc, éviter le contact homme-homme, ça me semble important. Il faut mettre en place les mécanismes de suivi, d'audit régulier et de sanctions. Au Rwanda, par an, 1 à 2 fois, par les inspections d'État. Ça, c'est des auditeurs qui passent dans tous les projets, dans tous les services techniques de l'État. Même l'armée est auditée. Même elle est auditée. C'est des fonds publics. Une fois que c'est audité, quand on trouve qu'un dossier un peu bizarre, il n'est pas clair, ils disent transférer le dossier à la justice. Ils disent, est-ce que c'est le RPR qui vous a envoyé pour faire ça? Le parti, le Fonds patriotique rwandais, est-ce que c'est lui qui vous a envoyé pour... Non, ce n'est pas lui. Donc, monsieur, ça, c'est vous en tant que personne. Ça ne nous regarde pas, allez-y là-bas.
C'est comme ça que les partis doivent gérer ça. Mais quand quelqu'un voit les partis viennent dire non, ça c'est Wanganamuna. Et Namuna, donc c'est ça aussi. Babu Namu. Namula, ça appartient à tous les Nigériens. Je crois que ça, là, on doit, une fois pour toutes, se mettre ça dans la tête. Pour abandonner ces questions de nous sommes de ceci, nous sommes non. Il n'y a que les Nigériens, il faut regarder qui peut faire quoi et le positionner par rapport à ça. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à vraiment à cette question-là. Dernière question, alors, quelles sont les principales priorités d'investissement pour le Niger? Voilà, oui. Donc avant d'arriver à ces principales priorités d'investissement pour le Niger, il y avait juste un point qui m'avait échappé, c'était le droit pour chaque peuple de choisir sa voie. Quand la CEDEAO, la France ou tout autre pays nous accable avec des chicaneries, pour dire faites ceci, faites cela, mais ils sont culottés. Ce n'est pas leur pays. C'est aux Nigériens, les 26 millions là, de dire au CNSP, voici ce que nous voulons que vous fassiez pour nous. Si tant est que le pouvoir appartient à ce peuple et que les gens sont là pour travailler pour ce peuple-là, donc ayons le courage de choisir notre voie. Les gens ont beau crier, il ne faut pas les regarder. Ayons le courage de choisir notre voie. Et à partir de ce moment, le débat doit se faire. Multipartisme versus monopartisme. Les États-Unis, ils ont deux partis. La Chine a un seul parti, le Parti communiste chinois, c'est lui qui est deuxième au plan de la puissance économique mondiale. On a 172 partis, on est dernier. Donc ce n'est pas le multipartisme qui peut faire des gens. Pour moi, le multipartisme a même été vraiment une porte pour la putréfaction collective des mentalités. On achète tout, même les voix, on achète tout. C'est une honte. Ça a vraiment été la putréfaction collective des mentalités. Donc il faut raisonner quel est le système sur lequel on veut s'appuyer. Kounché, lui, avant de partir, avait pensé à la société de développement. Paix à son âme, il était mort sans avoir donné forme à ça. Bon, puis ensuite, ceux qui ont travaillé là-dessus, peut-être ils savent quel contenu, orientation il a voulu donner à ça. Est-ce qu'il avait voulu que tous les Nigériens soient sous le même toit, de façon à ce que je te vois, tu me vois, et tu ne peux pas continuer pour aller voir la France, parce que nous sommes ensemble, je te vois là. Donc ça aussi, c'est ça, ça permet un peu ça. Mais à l'intérieur du Parti communiste chinois, il y a d'abord les mécanismes de renouvellement des instances. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas avoir 1000 partis, non. C'est quels sont les mécanismes de renouvellement des instances. Et quels sont les mécanismes de consultation des gens par rapport aux questions majeures. C'est ça la démocratie. Dans les coopératives, on dit qu'il y a la démocratie lorsqu'il y a ces deux mécanismes-là. Dans un État, ça peut être la même chose, on n'est pas obligé d'être à 1000. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut, mais je suis sûr que le 172 là, c'est du chiffon. Il y a vraiment là-dedans plein de coquilles vides. Dieu seul sait combien il y en a. Et il y a peut-être quelques-uns qui sont sérieux. Donc vraiment, il faut raisonner cette affaire-là, voir quel est le chemin sur lequel on va s'acheminer. Et pour conclure, par rapport à vraiment à la gouvernance politique, j'ai dit, l'expérience de la Chine, là, pour moi, elle démontre clairement et à suffisance que le modèle occidental n'est pas le seul modèle au monde. Ça, il ne faut pas qu'on se laisse encore piétiner par qui que ce soit. Ce n'est pas le seul modèle de gouvernance au monde. Cela renforce l'idée selon laquelle chaque pays peut choisir sa voie de développement. Donc c'est aux Nigériens. Au moins pour une fois, ils ont ce courage-là. C'est ça, ce n'est pas aux gens de nous dire, prenez le texte de la France. Début, à un moment, disait que c'était un expert français qui était parti pour rédiger pour eux. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, ils ont le courage de rédiger nos propres textes et de regarder le modèle qui nous plaît. Voilà, et donc pour revenir à la dernière question que vous avez posée, pour moi, les priorités d'investissement, ça dépend de la durée qu'ils vont avoir. Mais moi, je pense que ce n'est pas 9 mois, ça c'est clair. Ça ne peut pas être 9 mois, parce que si c'est 9 mois, bon, autant dire à tous ceux qui ont vendu là, revenez et puis continuez. Ce n'est pas 9 mois. Donc c'est à minima les 3 ans qu'il a demandé là. Si c'est plus, je fais partie de ceux qui disent tant mieux, parce que de façon raisonnée, on démontre qu'il faut du temps pour faire ce que je dis là. Et ça permet au moins de relever le niveau d'équipement de l'armée, ça c'est vraiment prioritaire. La question liée à l'énergie.
À la Nigélec, depuis Djori jusqu'à ce jour, c'est là où les DG ont eu le plus de stabilité. Sous Kounché, c'est des DG qui ont eu au moins 10 ans. Sous Tanja, c'est des DG qui ont eu au moins 10 ans. Mais, sauf à me tromper, je ne suis pas sûr qu'il y ait un plan de développement stratégique de la société qui décline leur vision pour le court, moyen et long terme. Comment nous allons transformer la société de façon à réduire les gaps énergétiques. Nous sommes encore dans ce gap-là. Notre production, je suivais le débat avant-hier, est de l'ordre de 20%. C'est avec l'appui du Nigeria que ça nous amène à 70%. Donc on n'est pas à 100%. Donc c'était ce plan de développement stratégique qui devait être un outil pour guider NDG. Bon, et puis la recherche des financements, élaborer bien sûr les projets, aller chercher les financements, ou même lever les fonds ici. Voilà. Donc, et il y a aussi le schéma directeur, ça aussi, j'ai suivi le débat animé par Abdoulaye Tchomogo. Il y a un des participants qui avait parlé de l'essai d'avoir un schéma directeur pour, effectivement, le développement de l'énergie. Ça rejoint cette idée-là que j'évoque. Les deux choses, pour moi, sont acceptables. Alors, pour l'énergie, il faut vraiment mettre l'accent sur l'hydroélectricité. Kandaji, pourquoi Kandaji a traîné? Tanja avait bouclé le financement. Kounché avait appelé ça de tous ses voeux, il n'avait pas eu la chance d'avoir ça. Mais Tanja est pragmatique, Dieu l'a aidé, il a eu ça. Parce que pour Kounché, c'était dans la France qui s'est opposée, ils ont dit qu'il y aura des impacts environnementaux majeurs. Voilà comment ils ont torpillé ça. Donc, hydroélectricité, il faut également les champs solaires. Et il y a une troisième voie qui n'a pas été évoquée même au cours du débat animé par Abdoulaye Tchomogo, c'est le solaire domestique. Il faut permettre aux gens d'accéder facilement à ce solaire domestique, par exemple en supprimant les droits et taxes de douane, en supprimant les TVA sur ce produit particulier-là. Mais en faisant le suivi, pour ne pas permettre à les commerçants véreux de remplir des camions, avec ça en contournant un peu, en bénéficiant de sa disposition. Au Burundi, j'ai vu ça. Ça a permis aux gens d'accéder un peu au solaire, parce qu'ils ont supprimé les droits et taxes de douane sur le solaire domestique. Voilà, et ensuite, il faut former les gens pour avoir de bons techniciens capables de faire de bonnes installations dans les différents foyers. Ça va réduire vraiment la pression sur le réseau national. Et enfin, il y a les actions de développement au profit des zones vulnérables. Ces zones-là, pour nos parents qui ont été induits en erreur en la France, qui les a retournés, armés et retournés contre leurs frères, ils ont vécu des centaines d'années avec nous. Mais on doit être honnête, les sécheresses des années 74-83 ont décimé leur troupeau. On est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que nos États ont fait comme effort, par exemple, pour reconstituer le cheptel? On a peut-être claironné ça. Il faut des projets, déjà, par exemple, une famille, une vache, plus un petit fonds qui va être utilisé un peu pour conduire des activités génératrices de revenus, permettant à ces gens-là de revenir un peu dans le circuit économique et social et de tourner le dos définitivement vraiment à tout ce qui est conflit armé. Le barrage de Kandaji, c'était dans un premier temps un haut commissariat, ils l'ont transformé en agence, c'est bien, parce que le haut commissariat, ils ont perdu du temps. Mais je pense maintenant qu'il faut un suivi. Que le CNSP pense vraiment à mettre en place une équipe de suivi. Parce que bon, les camaraderies là qui ont prévalu, on dit bon, même si ça fait 12 ans, ça ne fait rien. Ça aurait dû être bouclé il y a longtemps. Il faut des management meetings, et c'est par exemple au Minagri que j'ai conseillé, tous les lundis, il y a un management meeting. Tous les directeurs généraux sont convoqués là par la ministre. Bon, vous avez, monsieur, 5 minutes. Quelles sont les réalisations physiques, financières? Où sont les blocages? En quoi je peux vous être utile en tant que ministre? Il faut faire ça avec tout le monde ici. Il ne faut pas juste leur donner quitus, et puis le monsieur, c'est fini, on voit juste les voitures dans les marchés en train de circuler. Non, il faut demander des comptes aux gens. Ceux qui ne sont pas bons, il faut les foutre à la porte, et puis prendre d'autres. Il y a d'autres qui attendent là. C'est comme ça qu'on gère un pays. Voilà un peu comment je vois ça. Quand je regarde l'initiative 3N, au commissariat, c'est du type ministère. Il y a déjà un ministère de la Culture. Est-ce que ça ne fait pas double usage? Les gens sont là, ils sont assis. Bon, certains m'ont dit, on ne voit rien. J'ai dit, on le sait. Pour moi, j'étais à l'AGTR Mali,
l'agence d'exécution des travaux d'intérêt ruraux et infrastructures rurales au Mali. Ça, c'est par exemple un modèle sur lequel les gens peuvent... C'est une agence avec un directeur général, avec des directeurs centraux, agence de mission. Ce n'est plus quelqu'un qui est là à attendre le tapis rouge. Non, il faut arrêter tout ça et puis mettre les gens au travail. Et à partir de ce moment, on dit voilà un peu les différents projets et programmes. Pour moi, par exemple, il aurait été intelligent d'avoir, par exemple, à minimum 8 projets par région, 20 à 30 milliards par région. Ça fait une enveloppe de 160 à 240 milliards dans le package qui fait un programme. À mettre ça en œuvre, pour moi, ça donne plus de résultats que tout ce vacarme-là. C'est ça aussi. Les gens auraient pu faire ça. Voilà, donc je pense que je ne vais pas être plus long que ça. Il y a d'autres actions, mais ils sont dans l'urgence. Donc pour le moment, je me limite aux actions que l'on doit faire dans l'urgence.